20 mai 2022, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de choisir Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce vendredi, une campagne de sensibilisation sur la lutte contre la malnutrition, sur l'hygiène et la santé bucco-dentaire a eu lieu ce jour au sein de l'école primaire publique à Nalamaïns, une campagne organisée par le ministère de l'Éducation nationale et l'Office national de la nutrition. Miarvoula Sfer et Anzara Zonarvé dans ce reportage. Famena fanjary sakafo ihany koa ny sakafo maro loko sy miovaova ary voalanjalanja araka ny filany mitondra hery fandrenana, hery fiasana, hery fiarovana toy ny legioma, voankazo, trondro sy ny hena, ny sira misy ioda, ronono sy voamaina, menaka sy voanjo, mamelona ny aina ary mampitombo ny vatana sy ny fivelaran'ny saina. C'est à travers des kabars, des poèmes, des récitations, des chants folkloriques ou varjas en malagasy que le message a été diffusé dans le cadre de la sensibilisation sur la lutte contre la malnutrition, sur la sécurité alimentaire et sur la santé bucco-dentaire. Au départ, 31 écoles de la région Analamang et Alochamangour y participaient. 320 élèves ont pris part à la sensibilisation jusqu'ici. L'objectif est de faire adopter à ces élèves des nouveaux comportements qu'ils transmettront à leurs pères, leurs parents et à toute la communauté. Selon les statistiques de l'Office régional de la nutrition à Nalamangue, 48% des enfants sont victimes de malnutrition aiguë, d'où l'importance de cette sensibilisation, d'après le coordonnateur régional de l'ONN. Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation entre dans l'étape de l'application des sanctions aux commerçants qui ne respectent pas les mesures de plafonnement de prix depuis cette semaine. Depuis le 21 avril dernier, cette mesure de plafonnement des prix est mise en vigueur dans les autres régions du pays après Analamang, Nateragutuma, Venzararanjiansu. Cela fait plus d'un mois que le plafonnement des prix est appliqué dans la région Analamang afin d'éviter une hausse exorbitante des prix des produits de première nécessité face aux diverses crises. La mesure était encore à l'étape de la sensibilisation. Depuis cette semaine, le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation entre dans l'étape des sanctions à l'endroit des consommateurs qui ne respectent pas les mesures. Le ministère, avec la collaboration des collectivités de base et des associations de protection des consommateurs, effectue régulièrement des contrôles au niveau des marchés selon les explications de la directrice en charge de la protection des consommateurs. Les sanctions appliquées varient entre la fermeture provisoire ou définitive du point de vente, le retrait de l'autorisation ou licence de vente ou encore le paiement des amendes, souligne la DPC. Et depuis le 21 avril dernier, le plafonnement des prix a été également appliqué dans les autres régions de Madagascar. En parallèle avec cette mesure, le ministère contrôle aussi la qualité des produits, les dates de péremption, mais aussi les matériels de pesage. Selon la DPC, les commerçants doivent procéder à un contrôle régulier de leur matériel de pesage au niveau du ministère du Commerce. Néanmoins, le ministère effectue des descentes comme ce qui a été effectué cette semaine. Il est à rappeler que les PPN concernés par le plafonnement sont le riz, le sucre, l'huile et la farine. Environ 25 petites industries ont créé dans le cadre du projet pépinière industrielle du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation dans toute la grande île. Ces petites industries, dont la plupart sont gérées par des coopératives, sont actuellement en phase d'essai de production avant l'approvisionnement des marchés, selon les explications contenues dans ce reportage de Nater Akutma Venzararanjiansu. Les produits qui font la particularité des districts ou des communes sont davantage mis en valeur dans le projet pépinière industrielle, mais aussi les produits des premières nécessités qui pourront approvisionner les marchés afin d'éviter une surimportation de produits dans le pays. 25 petites industries ont été déjà mises en place dans 14 régions de Madagascar depuis la création de ce projet par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Nous devons apporter une valeur ajoutée aux produits locaux et les transformer afin qu'ils puissent remplacer les produits importés. Nous pouvons transformer des fruits, des légumes, des fruits de mer et bien d'autres à travers ce projet, a souligné la directrice en charge de l'émergence industrielle. Ces petites industries sont en phase d'essai de production actuellement.
Après cette phase, elles pourront approvisionner les marchés locaux. C'est notamment le cas des usines de transformation d'arachide en huile dans le district d'Ambato Finanjan et d'Akadnoul Sakai. Elles produisent environ 1 tonne d'huile par jour et utilisent environ 5 tonnes d'arachide quotidiennement, selon toujours les explications. Pour les usines de transformation de canne à sucre en sucre de Dananfaf, région Bouin, et de Mahatalak à Fort-Dauphin, elles transforment jusqu'à 50 tonnes de canne à sucre par jour. Rappelons que l'objectif du ministère est de mettre en place jusqu'à 500 pépinières industrielles dans tout Madagascar. Et sur un tout autre sujet, une ruelle d'environ 3 km dans le Fuktan d'Antsambi Luivat a été inaugurée ce jour par le maire et le député IRD élu dans le district d'Ambujachim. De nombreuses ruelles sont encore réhabilitées et de nombreuses infrastructures seront construites dans la commune d'Ivat, dont le maire a pourtant été élu sous les couleurs du parti Team. Selon le député IRD Johnny Rakoutoarsou, c'est une preuve que le gouvernement actuel ne fait pas la discrimination. Christelle Rakoutumalal sur les images de Yves Janel. Les habitants du Fuktan d'Azambil se plaignent du mauvais état de cette ruelle depuis plusieurs années. En période de pluie, elle est impraticable que même les cyclistes sont obligés de porter leur vélo. Grâce à la coopération de la commune avec les entrepreneurs et le député IRD élu dans le district d'Ambujachim, cette ruelle entièrement réhabilitée a été officiellement inaugurée ce jour. D'autres ruelles dans les 13 Fuktan de la commune d'Ivat sont en cours de réhabilitation, si d'autres sont déjà achevées selon les explications du maire Penzrajanarsu. Par ailleurs, concernant la promesse présidentielle sur la construction du terrain Manarapench et du gymnase Manarapench, le député Johnny Rakoutoarsou a annoncé que cela débutera bientôt. Les autochtones ont également bénéficié de l'électricité pour lutter contre l'insécurité. Selon les explications, la réhabilitation de la ruelle qui mène chez le médecin de cette localité débutera la semaine prochaine. 20% des travaux de réhabilitation de la route reliant Souav-Nanjing et la commune de Mananas sont actuellement achevés. La population locale, dont la majorité sont des agriculteurs, constate déjà un réel changement, même si c'est seulement le terrassement qui a déjà été achevé, notamment dans le transport des marchandises. En cette période de récolte, les travaux sont envisagés d'être finis dans 5 mois, d'après les techniciens. Reportage. La commune de Mananas est une circonscription très prolifique en termes d'agriculture. On peut même y procéder à 2 récoltes par an, soit de saison agricole annuellement. Mais le mauvais état des routes constitue un problème pour les agriculteurs, notamment pour le transport de leurs récoltes. C'est pour y remédier que le projet de croissance agricole et de sécurisation foncière au CASEF est en train de réhabiliter cette route, longue de 12 km, reliant Souav-Nanjing et la commune de Mananas. Les travaux ont débuté le 26 avril dernier. 20% des travaux sont actuellement achevés, notamment le terrassement, mais les changements sont déjà remarquables d'après la population locale. Si auparavant, ils mettaient 3 heures en moto pour rejoindre Souav-Nanjing, à présent, il ne leur faut qu'une demi-heure. Auparavant, il était même préférable de faire le trajet à pied, d'après Jean, un habitant de la commune de Mananas. Le transport de leur récolte est désormais plus facile, surtout en cette saison de récolte. Les techniciens envisagent de finir les travaux dans 5 mois, mais la circulation est ouverte au public. En attendant, souligne le conducteur des travaux. La réhabilitation de cette route contribuera énormément au développement économique de cette commune. Le Sénat malagasy et le Sénat français vont renforcer leur collaboration, une collaboration de longue date selon les échanges du président du Sénat malagasy avec la délégation du Sénat français. La délégation du Sénat malagasy se rendra en France. Dans ce sens, les détails de ce reportage avec Mirvulas Fern et Anzar Arzonarvelo. Une délégation du Parlement français composée de 7 sénateurs est en visite officielle à Madagascar. Le Sénat français et le Sénat malagasy se sont concentrés sur le renforcement de la coopération. À noter que les 2 parlements sont en charge des collectivités territoriales décentralisées dans leurs pays respectifs. Et nous avons fait une invitation au nom du président Gérald Larcher pour qu'une délégation sénatoriale malgache puisse venir nous rencontrer, bien évidemment dans quelques mois, on l'espère, à Paris. Les projets de coopération existent déjà entre la France et Madagascar. Nous voulons aller plus loin sur des sujets qui impactent notre environnement, que ce soit dans la zone océan Indien, sur
le changement climatique, la défense de la biodiversité, le programme de son Excellence le Président de la République pour lutter contre la déforestation à Madagascar en y associant la jeunesse malgache, la jeunesse française. Ce sont donc de grands projets que nous voulons porter en accord et en coopération bilatérale et décentralisée avec et le Sénat malgache, mais aussi avec la République de Madagascar. Les deux Sénats se sont également investis dans le secteur environnemental. Le Sénat français va donc offrir son aide au Parlement malagasy pour des reboisements massifs. Après leur visite au président du Sénat, les 7 sénateurs vont enchaîner les rencontres avec d'autres personnalités publiques avant de faire cap sur Antsirabe. Et concernant les actualités internationales de ce vendredi, le Parlement de l'Oklahoma a adopté jeudi une loi interdisant tout avortement dès la fécondation, faisant de ces bastions conservateurs du sud des États-Unis l'État possédant la réglementation la plus restrictive en matière d'interruption volontaire de grossesse. France 24. Un projet de loi des plus restrictifs aux États-Unis. L'interruption volontaire de grossesse est en passe d'être complètement interdite dans l'Oklahoma. Il ne peut y avoir rien de plus important ou de plus critique que la défense d'une vie innocente à naître. L'avortement, déjà interdit après 6 semaines de grossesse dans cet État conservateur du sud des États-Unis, pourrait désormais être banni dès la fécondation, sauf en cas d'urgence médicale, de viol ou d'inceste. Cette loi, inspirée d'un texte similaire adopté au mois de septembre par le Texas voisin, n'interdit pas l'utilisation de la contraception ou de la contraception d'urgence. Mais pour beaucoup, elle constitue une menace. La vice-présidente Kamala Harris a dénoncé des attaques envers les femmes. En Oklahoma, la législature de l'État a adopté l'un des projets de loi sur l'avortement les plus extrêmes du pays. C'est scandaleux. Et ce n'est que la dernière d'une série de lois extrêmes votées à travers les États-Unis. Les associations ne s'avouent pas vaincues. Nous sommes confrontés à une bataille difficile contre une législature en Oklahoma qui continue de faire passer la politique avant les gens. Mais nous n'allons pas arrêter de nous battre. Le texte doit désormais être signé par le gouverneur de l'Oklahoma. L'élu républicain a déjà indiqué qu'il approuverait toute loi restreignant davantage l'avortement. Cette décision intervient alors que la Cour suprême pourrait supprimer l'arrêt historique Roe vs Wade qui autorise l'IVG dans le pays depuis 50 ans. Chaque État aurait alors la liberté de supprimer ce droit. Le président américain Joe Biden a atterri ce jour en Corée du Sud pour son premier déplacement en Asie en tant que président. Une tournée sur laquelle plane l'ombre d'un possible essai nucléaire nord-coréen. À son arrivée, Joe Biden s'est immédiatement rendu dans une usine de semi-conducteurs du géant sud-coréen Samsung au sud de la capitale qu'il a visitée avec son nouvel homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol, arrivé au pouvoir début mai. À la sortie du Air Force One, Joe Biden pose pour la première fois le pied en Asie en tant que président des États-Unis. En Corée du Sud, le locataire de la Maison-Blanche a voulu une arrivée très symbolique sur la base militaire américaine d'Osan. Le but, réaffirmer la puissance des États-Unis dans la péninsule face à la Corée du Nord, mais aussi face à la Chine voisine. Dans cette confrontation à distance, Joe Biden met l'accent sur la sécurité économique en visitant avec son homologue coréen une usine Samsung. Une grande partie de la technologie et des machines utilisées ici, en Corée du Sud, ont été en collaboration conçues et produites aux États-Unis. L'avenir du monde va être écrit ici, en Indo-Pacifique, au cours des prochaines décennies. Cette démocratie dynamique est devenue un moteur d'innovation mondiale en investissant dans l'éducation de son peuple, comme le montre l'exemple de Samsung. Washington souhaite contrer la domination chinoise dans les chaînes d'approvisionnement du monde entier et mise pour cela sur le rôle de la Corée du Sud et du Japon, où il doit se rendre dimanche prochain. Une tournée sur laquelle plane néanmoins le risque d'une provocation de la Corée du Nord. La Maison-Blanche a même admis que la possibilité d'un tir d'essai de Pyongyang n'était pas à exclure. Selon nos renseignements, il existe une réelle possibilité qu'il y ait soit un nouveau tir de missile, y compris un essai de missile à longue portée, soit un essai nucléaire, soit les deux, pendant ou après le voyage du président dans la région. Selon la Maison-Blanche, cette tournée vise enfin à réaffirmer le soutien américain aux démocraties asiatiques,
Washington souhaite qu'elle puisse dicter les règles du jeu dans la région en s'appuyant sur un leadership américain. L'Afrique du Sud subit l'invasion des criquets la plus destructrice en 25 ans. Les agriculteurs de 3 provinces se battent contre le fléau alors qu'ils sortent tout juste d'une sécheresse de 7 ans. Le gouvernement sud-africain a déjà alloué 5 millions d'euros pour les aider. France 24. La province du Cap-Oriental sort de l'une des sécheresses les plus longues de son histoire, mais les premières pluies tombaient à peine qu'une autre catastrophe est arrivée. Regardez, ils enlèvent le peu d'herbe que nous avons. La famille de Cameron possède des terres dans la région depuis 1820, mais ils n'ont jamais vu une telle explosion de criquets. Vous voyez que là où ils sont passés, on a une terre complètement sèche. Ils font tout disparaître, tout ce qui est nutritif. Ils laissent juste les petites branches sèches. Les criquets sont descendus pendant 2 mois l'année dernière dans ces pâturages. Il a vu ses moutons mourir de faim. Cameron est très inquiet pour l'hiver qui arrive. On a perdu 3 à 4 000 hectares de champs l'an dernier. Le gouvernement doit réaliser que si ça continue comme ça, on va se retrouver avec une crise alimentaire sur les bras. Le gouvernement sud-africain prend progressivement la mesure du désastre. Pour enrayer le fléau, il a nommé dans chaque province des officiers, comme cette volontaire qui a pour mission de suivre les essaims qui se propagent dans sa province et de distribuer les produits insecticides fournis par l'État. À partir du moment où ils sont là, il est déjà trop tard pour les contrôler. Avec la chaleur, le poison s'évapore et n'a plus autant d'effet sur les criquets. Ces volontaires interviennent parfois en une seule journée dans une 40aine d'endroits différents. Ils arrivent au petit matin quand les criquets sont encore au sol et avant qu'ils ne s'envolent. Les pesticides utilisés tuent instantanément les insectes. Mais ils n'ont pas d'impact sur les œufs qui vont éclore dès les premières pluies de l'été. Le responsable du principal syndicat agricole de la région explique que l'aide gouvernementale est insuffisante et qu'il faudrait déclarer l'état d'urgence. On ne peut pas avoir de changement aussi soudain dans nos méthodes agricoles sans conséquences économiques importantes. Des sécheresses aux pluies diluviennes, les changements climatiques ont de plus en plus d'impact en Afrique du Sud. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez sur Viva car tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec l'émission Data avec Madame Ramafassou Saoud Mapioun. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.